premier speaker, il s'appelle Yan Min. Il est artiste cyberpunk. Si vous ne connaissiez pas, maintenant vous savez que ça existe. Il est aussi conteur. Il a créé un musée en réalité virtuelle qui est accessible donc, via un casque de réalité virtuelle si vous voulez le vivre à fond, mais aussi depuis votre ordinateur si vous voulez. Vous pouvez vous balader dans ce musée. Il l'a construit de toutes pièces, un musée en 3D. Et ce musée raconte l'histoire de l'humanité d'un point de vue artistique et du point de vue de la théorie de l'information. Et il a aussi fait un MOOC sur la préhistoire de la cyberculture. Je vous invite à aller regarder un petit peu son travail, c'est vraiment passionnant, ça mêle art, philosophie, innovation, technologie, c'est génial. Et donc je vais le laisser parler, et peut-être qu'il vous dira un petit peu plus, qu'il vous en dira un peu plus sur ses oreilles, qui vont sûrement intriguer tout le monde. Je te laisse le micro, merci Yann. Merci énormément à la Mindfac de m'avoir réinvité cette année. Donc je suis très très heureux d'être là parmi vous. Surtout que d'ailleurs j'ai compté vous parler de cyberesthésie et je vais finalement l'inspiration dans le train. J'ai repensé au nom de cet événement qui s'appelle Mindfac, hein, le hacking de l'esprit avec un petit jeu de mots derrière. Et en fait je crois que je vais vous parler du hacking de l'esprit et aussi de la cyberesthésie. Alors, les oreilles, pour que ça soit vite expédié, c'est un jouet japonais qui s'appelle des Nekomimi, qui sont branchés sur mon cerveau. C'est une des premières interfaces neurales directes qui ont été mises sur le marché il y a déjà 5-6 ans. C'est un cadeau de ma chérie qui est là, qui me l'a offert à Noël. Et alors, cette électrode, ça mesure mon activité cérébrale en temps réel. En fait, ça mesure la fréquence de 3 Hz qui... je vais me mettre dans la lumière. Qui mesure la fréquence de 3 Hz émises par les neurones dans la boîte crânienne. Alors c'est censé mesurer l'état dans lequel je suis si je suis en état de méditation. Donc si je suis en état de méditation, elles vont se coucher. C'est très controversé, mais c'est intéressant parce que ça me permet, dans les conférences, d'aborder plusieurs sujets, dont le fait que nous allons avoir de plus en plus d'interfaces sur nous qui vont envoyer des informations supplémentaires aux spectateurs. Et quand je donne des cours dans les grandes écoles d'art, je les porte le plus souvent possible. Et c'est très intéressant parce que aussi... nous ne pouvons pas nous empêcher d'interpréter éventuellement leurs mouvements, qui peuvent être en totale contradiction avec ce que je suis en train de raconter. C'est aussi l'émergence d'un futur à venir. Je dis souvent, on a effrayé nos parents lorsqu'on est arrivé avec des piercings et des tatouages. Eh bien, vos enfants vont être effrayés lorsque vos petits-enfants vont arriver à la maison avec des greffes de peau et des vraies greffes d'oreilles de Nekomimi, hein, d'oreilles de chat, en japonais. Alors, juste pour info, j'en ai déjà cassé 3, c'est extrêmement fragile, elle valait 90 € il y a 5 ans, et j'ai l'impression, hein, ça date de la semaine dernière, parce que j'ai voulu en recommander, que la boîte qui les fabrique a dû déposer le bilan, et elles sont en train de monter vertigineusement en prix, hein, pire que le Bitcoin, puisque j'en ai vu à 190 € et à 1800 € sur eBay. Hein, donc c'est le moment d'aller en récupérer, j'ai l'impression. Donc ça, c'était pour les oreilles. Maintenant, je vais vous parler un peu de... Alors, je vais brancher mon ordinateur, déjà, parce que je suis augmenté par un ordinateur, et je vais vous faire visiter, je vous convie à une petite balade donc, dans le No Museum. Donc, ça va me prendre quelques secondes de brancher cette machine. On va lui installer un deuxième micro pour qu'il ait les mains libres. C'est ça. Mais j'ai prévu le coup, mais c'est bien. C'est bien que tu me mettes un deuxième micro. Et je vais vous faire visiter. Hop. Je vais vous faire visiter. Tiens, approche-le. Voilà. Alors, je pense que voilà, on va y arriver. Je vais ouvrir le fichier. On est connecté. Donc, je vais lancer le No Museum. Et je vais vous expliquer ce qu'est le No Museum. Alors, je vais me mettre pas dans une résolution trop grande. On va essayer 1280-720. En médium, parce que c'est date d'il y a quand même 4 ans, ce Mac. Et donc, il est un peu lent maintenant par rapport au niveau du No Museum. Alors, quelques petites choses avant. Donc, je l'ai branché. Voilà, ça marche. Ce qui va me permettre de vous rejoindre. Hop, je prends le micro et ça me permet de bouger. Alors, ce que vous voyez, c'est un... Ah, superbe. Un écran très, très lumineux. C'est magnifique. Donc,
ce que vous voyez là, alors attendez, c'est intéressant parce que je vois la qualité d'écran. Moi, vous inquiétez pas, je vais faire des trucs de geek en permanence. Je vois que la qualité d'écran permettrait peut-être, et de la fluidité, d'avoir une résolution meilleure. Alors autant en profiter parce que c'est pas si courant. Et je vais le relancer et augmenter sa résolution en espérant que je ne mette pas à genoux le processeur. On va essayer à 1600 par 900 pour voir. Ouais, j'y pensais. Mon subconscient essaie de travailler en tâche de fond. Alors je vais vous parler du subconscient aussi. Donc là, ça marche. Bah, c'est un peu meilleur, hein, c'est super. Et est-ce que je suis toujours aussi fluide? Ouais, je suis toujours aussi fluide. Donc c'est bien. Donc là, vous êtes dans le No Museum. Alors je vous explique ce qu'est le No Museum. Donc là, je me suis embêté à mettre une manette d'Xbox pour le manipuler. C'est un support. Vous avez devant vous le. Alors j'adore dire des phrases comme ça. Vous avez devant vous le seul prof au monde qui donne des cours dans des jeux vidéo depuis 2003. Bon, c'est pas vrai, j'exagère. J'ai quelques collègues qui le font aussi, mais on est extrêmement rare à faire ça. Donc depuis 2003, je donne des cours dans les jeux vidéo. Et au lieu d'utiliser PowerPoint comme support à conférence, j'utilise un jeu vidéo. Le premier que j'avais utilisé, c'était Unreal Tournament. J'avais hacké Unreal Tournament en 2003. C'était Unreal Tournament 2003 et 2004. Et je m'en sers comme support à conférence. Alors avec ça, je vais sauver le monde, puisque notre enjeu ici, c'est de sauver le monde grâce aux nouvelles technologies. Alors vous savez que vous êtes au courant, je suppose, que PowerPoint est en train de provoquer la catastrophe dans laquelle nous sommes actuellement. Vous savez que nous sommes en train de vivre un état catastrophique en ce moment, et vous savez que c'est la faute de PowerPoint. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, c'est la faute de PowerPoint, ça s'est passé, alors il y a plusieurs versions de l'histoire, c'est un mème ou sans doute une légende, mais je pense que c'est un fond de vrai. Ça se passe pendant la guerre des Balkans, la première version. Après, il y a une version pendant la guerre du Golfe, si vous cherchez sur Internet. Un colonel anglais sort furieux d'une réunion d'état-major où il y avait des décisions importantes à prendre sur la guerre des Balkans, et les journalistes attendaient. Et il est sorti furieux, ce colonel anglais, et a dit « PowerPoint va provoquer la fin du monde ». Pourquoi? Parce que ça faisait des heures et des heures que tout l'état-major s'emmerdait à regarder des PowerPoint toute la matinée, toute l'après-midi, et que tout le monde s'endormait devant PowerPoint. Pourquoi? Parce que votre attitude devant PowerPoint est passive. Donc vous vous endormez. Et donc actuellement, tous les décideurs de la planète passent leur temps à s'endormir devant du PowerPoint. Alors résultat, la planète part à la dérive. Donc, pour empêcher ça, il faut que vous soyez actif et dynamique. Que vous soyez dynamique devant le cours. Alors je reproduis une très vieille technique qui s'appelle l'ars memorativa, qui est une technique pas de la préhistoire, d'ailleurs de l'Antiquité. Alors je ne vais pas vous la raconter en détail parce que ça prendrait des heures. Le cours que je donne, ce que je vous donne, c'est un support de cours que je donne dans les grandes écoles d'art depuis des années, et d'ingénieurs, surtout d'ingénieurs. D'ailleurs c'est intéressant, c'est surtout les écoles d'ingénieurs qui me font appel à moi. Et c'est 4 fois 3 heures de cours. Alors rassurez-vous, on ne va pas partir pour 4 fois 3 heures de cours. Et comme je maîtrise très peu le temps, Fabien, tu m'indiqueras moins 15 minutes à mi-parcours, et puis moins 5 minutes. Alors, pour ceux qui sont venus avec leurs ordinateurs, j'ai ici 2 clés USB que je peux vous faire passer. Et vous pouvez installer ce monde-là comme un jeu vidéo, c'est un standalone application. Vous pouvez l'installer sur votre machine et m'accompagner dans le monde virtuel. Alors ça, c'est très important au niveau pédagogique, parce que le fait que vous m'accompagniez à l'intérieur de l'ordinateur, alors mes étudiants ont tous le monde dans leur ordinateur, je leur donne en premier, active l'ars memorativa, le phénomène de mémorisation, qui est un vieux truc de chasseur-cueilleur, c'est la topomnèse, Pierre Barlequin appelle ça la topomnèse, ou les palais de la mémoire. Donc vous pouvez récupérer, il y a version Mac, PC, Linux, et il y a aussi, pour ceux qui ont des Mac, la version de Unreal Tournament, sur la clé, je crois que c'est la clé métallique. Il y a Unreal Tournament qui est la première version du No Museum que j'avais faite sur Mac, mais qui ne tourne que sur Mac. Alors, ça c'est une chose. La deuxième chose que je vais vous montrer, tout de suite dans les préalables, c'est qu'on va aller... Alors, on se déplace avec les touches. Pour ceux qui veulent savoir, je vous donnerai les macro-commandes. Là, on va se déplacer avec ma Xbox. Alors c'est important parce que ça me permet d'aller vers les étudiants. En termes de pédagogie, pour ceux que ça intéresse, c'est du hacking, ça encore. C'est que c'est très emmerdant d'être coincé derrière un écran quand on est face à des étudiants. Il vaut mieux pouvoir se bouger et se déplacer. Donc d'avoir une interface à la main, c'est important. Et alors, je vous conseille de sortir vos portables, pour ceux que ça intéresse. Et je vais faire passer aussi dans l'assemblée. Voilà.
Alors je change de caméra, voilà. Vous allez télécharger cette application qui s'appelle Hijack sur Android ou sur iOS. Et je vous fais passer un livre augmenté, vous voyez, qui est le premier livre augmenté de l'histoire, le premier artbook augmenté de l'histoire, j'aurais tendance à dire, qui est sorti il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, qui a été édité par Soutou, un jeune artiste multimédia absolument génial, qui a créé avec un pote à lui le logiciel qui permet ça. Et puis il a sorti aussi cette bande dessinée, qui n'est pas une bande dessinée, Modern Palaxis, qui est un carnet de voyage d'un mec qui est défoncé à l'ayahuasca. Et avec le smartphone, si vous regardez la bande dessinée avec votre smartphone, vous verrez en réalité augmentée ce qu'il voit lorsqu'il voyage sous ayahuasca. Donc je vous fais passer les 2 BD. Donc ceux qui veulent, vous pouvez télécharger l'application Hijack. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous cherchez Modern Palaxis, vous téléchargez les images de Modern Palaxis et à ce moment-là, la réalité augmentée va fonctionner. Donc ça, c'était, tu peux faire passer ça aussi. Voilà. Donc ça, c'était les 2 petits préalables avant la balade dans le No Museum. Alors maintenant, on va se balader dans le No Museum. Alors, je vais vous refaire le même plan que l'année dernière. Donc ceux qui étaient là l'année dernière, ne balancez pas le truc. Je suis un artiste cyberpunk. Je me définis comme un no-naute et un cyberpunk. Et là, ce soir, je vais vous raconter comment nous, les artistes, j'aime bien dire ça aussi, nous, les artistes, notre boulot, c'est de hacker l'esprit. Nous faisons du mind hack dès les origines. Et ce soir, on va faire du mind hack. Alors, je suis un cyberpunk. Qui parmi vous sait ce que c'est un cyberpunk? Levez la main. Ah, vous n'êtes pas si nombreux. Pourtant, vous étiez plus nombreux l'année dernière. D'accord, très bien. Alors, un cyberpunk, je vais vous le faire rapidement. Je fais un petit tableau pour expliquer ça. Souvent, on attribue les cyberpunks à... Comment il s'appelle? À William Gibson, l'origine du cyberpunk. En fait, ce n'est pas William Gibson qui a inventé le mot cyberpunk. C'est un jeune auteur musicien qui s'appelle Bruce Becht, et qui, 3 ans auparavant, a fait paraître, avant 1984, a fait paraître dans un magazine qui s'appelle Astounding Stories, Amazing Stories, une nouvelle qui s'appelle Cyberpunk. En fait, le mot punk, évidemment, c'est une référence aux Sex Pistols, mais c'est surtout une référence dès l'origine. C'est un mot du XVIIIe siècle qui veut dire voyou. C'est un petit voyou. C'est plutôt assez péjoratif comme terme à l'origine. Et cyber, ça fait référence à cybernétique. Qui parmi vous sait ce qu'est la cybernétique? Alors je ne vais pas vous le faire parce que je n'ai pas le temps, c'est parce que c'est carrément une demi-heure à 1 heure l'explication de ce qu'est la cybernétique, mais je vous conseille fortement d'aller regarder ce qu'est la cybernétique parce que c'est jackpot, c'est une bibliothèque derrière. Mais donc, littéralement, cyberpunk, ça veut dire voyou cybernétique. Je suis un voyou cybernétique. Qui parmi vous n'a pas sur son ordinateur un logiciel piraté, de la musique piratée, des films piratés? Levez la main. Bien. Donc vous êtes moins d'1 dizaine. Bon, tous les autres, vous êtes des cyberpunks, vous êtes des voyous cybernétiques. C'est-à-dire on vit dans une société qui a transformé tout le monde en voyous cybernétiques. La science-fiction avec 2 grands courants, le post-apocalyptique. Alors là, on peut encore y arriver, on est en plein dedans d'ailleurs. L'idée que l'humanité va s'effondrer dans une apocalypse et l'enjeu, ce sera la survie. Et l'autre, le cyberpunk. Le post-apocalyptique ne s'est pas réalisé, mais par contre, le cyberpunk s'est largement réalisé. Alors, qu'est-ce que c'est un cyberpunk? C'est un voyou cybernétique. C'est quelqu'un qui hack le système. Alors, qui parmi vous se définit comme étant un hacker? Y en a-t-il parmi vous qui pensent être des hackers? Quand même. Hein? Ils lèvent la main très discrètement. Vous n'êtes pas très, très nombreux. Alors en fait, ce que je vais vous dire, c'est que le mot hacker, on pense à pirate, mais c'est beaucoup plus large que ça, et je vous conseille un livre extraordinaire, excellent, qui s'appelle Ethic Hacker, qui raconte bien l'histoire du hacking, et les artistes sont des hackers. Je suis un hacker, tous les artistes sont hackers, même Léonard de Vinci est un hacker. Hacker, ça veut dire hacher. Et on va hacher les dispositifs. Pour faire de l'art, on est obligé de hacker les dispositifs et le système. Et lorsque vous voulez faire de l'art numérique ou faire de la création numérique, les outils coûtent extrêmement cher. Et donc soit vous êtes nanti, comme John Perry Barlow, par exemple, le compositeur qui a écrit les paroles du Grateful Dead, qui était le fils d'un milliardaire républicain
d'un Texan, et qui a fondé le Electronic Frontier Foundation, que j'ai inscrit là. Vous vous renseignerez aussi sur ce qu'est Electronic Frontier Foundation. Mais on est donc des hackers. Et je me suis perdu. Excusez-moi. J'étais juste en train de penser à quelque chose d'autre. Donc je vous disais, je suis un hacker, nous sommes des hackers. Et oui, parce que pour faire de l'art, pour faire de la création, nous hackons le système. Et la logique du hacker, c'est ne te laisse pas instrumentaliser par le système, instrumentalise le système. Et c'est ça la part créative. Et nous sommes en train d'aller vers une future et vers une société dont il va falloir radicalement la hacker, grave, si on veut s'en sortir. Parce que le système est parti pour aller droit au mur. Donc si on veut s'en sortir, il va falloir faire comme tous les artistes, hacker le système. Alors comment hack-t-on le système? On va le hacker par la pensée. Je vais vous donner aussi une définition de l'art, qui est ma définition de l'art personnelle. D'ailleurs, peu de gens s'engagent à dire qu'est-ce que c'est l'art. Hein, c'est un vaste bordel, qu'est-ce que c'est l'art. Moi, je dis l'art, et ça, c'est inspiré de la cybernétique de Norbert Wiener. Alors, je vais me balader un petit peu. On va remonter justement dans les arborescences du No Museum. Alors, au lieu de le faire à pied, si je puis dire, c'est-à-dire de le longer par les téléportes, on va sauter. J'ai une macro-commande qui est Next, et on va passer de niveau en niveau. Ah ben voilà, c'est à celui-là que je voulais arriver. Donc, ici, on est à la croisée des chemins. Et on a un chemin qui mène droit vers l'apocalypse des machines. L'apocalypse des machines, Terminator 2. Je ne vais pas vous le faire, hein, c'est la cybernétique et tout ça, ça va prendre 1 heure. Et un autre croisée des chemins qui est un peu orienté, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, par la pensée transhumaniste, qui n'est pas le prosélytisme du super mal bien burné, hyper équipé et qui va prendre le contrôle de la planète. C'est précisément le contraire. Hein. Tous les discours et les textes transhumanistes sont précis là-dessus. Là, il y en a un excellent de Natacha Vitamor, hein, et puis un autre qui est d'un autre auteur transhumaniste. Mais en gros, le transhumanisme propose des solutions qui vont de pair avec le développement durable. Le transhumanisme soutient les valeurs telles que l'empathie, la tolérance, la diversité, ainsi que la charité, la culture collaborative. Et si le but est de uniquement augmenter votre égocentrisme et votre expression individuelle, ben, ce n'est pas du transhumanisme. C'est ça la croisée des chemins. C'est-à-dire que... alors, je reviens un petit peu en arrière et je vous explique un peu ce qui s'est passé. Il y a eu une révolution culturelle qui s'est produite aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, essentiellement dans les années 70, enfin fin des années 70 à début des années, fin des années 90. Et donc cette révolution culturelle va voir émerger plusieurs courants simultanément, dont les courants, alors, LGBT+, vous voyez ce que c'est, queer, body hacker, le body hacking, les gender studies et le H+, hein, le transhumanisme. Tous ces mouvements apparaissent à peu près simultanément. Et en fait, on a un effet de feedback avec la France. C'est-à-dire très peu de gens savent comment sont nés ces mouvements-là aux États-Unis, et en Angleterre et aussi au Canada. C'est qu'en fait, les jeunes universitaires, les gens comme vous, les jeunes chercheurs, les jeunes universitaires dans les grandes écoles américaines, ont été particulièrement influencés par des auteurs français, comme Foucault, comme Baudrillard, comme, comment il s'appelle, enfin j'en passe, mais vous voyez à qui je fais référence. Et en fait, on a même appelé ça par dérision la French Theory aux États-Unis. C'est-à-dire ces jeunes auteurs, ces jeunes philosophes, ces jeunes penseurs ont ingurgité toute cette pensée qui venait de la France et l'ont redégurgité d'une autre façon et ont généré, ont créé la base philosophique, idéologique de tous ces mouvements-là. Et tous ces mouvements-là ont un élément commun. Hein, LGBT plus I, ou LGBTI+, H+, queer, sadomaso, hein, BDSM. C'est quoi l'élément commun, à votre avis, de tous ces mouvements-là? C'est étonnant, hein, quand je dis qu'il y a un élément commun au queer, au H+, au LGBT. Ben, c'est simple. L'élément commun, il se résume à ça. Mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux. Et ce ne seront ni les églises, ni les religions, ni les États qui me diront ce que je vais faire de mon corps.
Il y a une réappropriation du corps radical, et qui va après se décliner dans différentes voies, dont le H+, qui est la réappropriation de la relation à la mort. Et ce n'est pas un hasard si le corps apparaît comme élément essentiel des mouvements contemporains. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, cette technologie-là ne nous déconnecte pas du corps, mais au contraire nous y ramène. Nous ramène au corps même de façon essentielle. C'est-à-dire, on se rend compte, par effet de feedback, que le corps joue un rôle très très important. Alors on va avancer, et donc je vous ai montré la croisée des chemins. Alors dernier point sur la croisée des chemins ici, c'est qu'il y a une pensée héritée de la cybernétique de Norbert Wiener, c'est que le jour où nous fabriquerons une machine capable de traiter de l'information à un niveau supérieur aux humains, nous aurons inventé notre propre prédateur. Ce à quoi répondent les courants singularitariens et transhumanistes, dont d'ailleurs un précurseur qui est Isaac Asimov, qui est de dire, et c'est inspiré en fait d'une pensée d'un anarchiste, d'un des fondateurs de l'anarchisme, d'ailleurs, qui est Kropotkin, c'est de dire non, être intelligent n'est pas être prédateur. C'est-à-dire c'est s'opposer au principe du darwinisme social. La grande catastrophe que nous vivons actuellement, c'est que dans toutes nos formations, on fait le prosélytisme d'un truc qui s'appelle le darwinisme social, c'est-à-dire le prédateur le plus fort qui survit. Et Kropotkin, de son temps, en étudiant les animaux en Sibérie, avait mis en évidence que ceux qui survivaient, les animaux qui survivaient, c'était ceux qui établissaient des processus collaboratifs. C'est-à-dire plus les organismes collaborent, et voire même ont des comportements altruistes, plus ils sont adaptés à leur survie. Et donc la proposition utopique, après c'est vous qui choisissez de quel bord vous voulez être, parce que c'est à cette croisée des chemins-là qu'on a en ce moment, c'est de dire non, si les machines sont plus intelligentes que nous-mêmes, ce qui est déjà un postulat très discutable, elles seront forcément collaboratrices et bienveillantes, parce que l'intelligence n'est pas la prédation. Voilà, donc ça c'était l'élément de la croisée des chemins. Mais on va continuer et on va sauter différentes étapes pour aller vite. Alors combien de temps me reste-t-il? Il me reste 10 minutes? Un peu moins de 10 minutes. D'accord. Alors je vais sauter dans les autres niveaux et on va aller... Alors j'ai préparé un niveau exprès pour nous, donc hier soir. Ah si, quand même. Je vous fais juste une petite parenthèse. Alors là, vous savez, nos musées, on remonte dans l'histoire. Dans l'histoire de l'humanité, ce sont tous les éléments clés qui ont amené l'époque dans laquelle nous sommes. Alors je vous montre un peu mon modèle à moi. J'ai décomposé le tableau de Velázquez des Ménines, que vous voyez ici. Et dans ce tableau, alors je vous donne le secret tout de suite, on va pas traîner parce que je vais aller vite, mais c'est un très bel exemple de hacking. Velázquez, dans ce tableau, avec la complicité du roi d'Espagne, a hacké la noblesse espagnole, mais grave hacké, hein, et surtout en manipulant le pape. Et en fait, dans ce tableau, il y a déjà un hacking mental absolument génial de Velázquez. Je vous le montre, je vous l'explique tout de suite pour ceux, il y en a qui savent ce que c'est, hein, le secret du tableau, mais ouais. Vous voyez, qui Velázquez est-il en train de peindre? Ben, vous voyez, Velázquez est en train de nous regarder, donc il est en train de nous peindre nous, qui nous tenons devant le tableau. Mais qui sommes-nous? Ben, nous ne savons pas, puisque le tableau nous tourne le dos. Mais au fond de la pièce, Velázquez a peint un miroir. Et que voyons-nous se refléter dans le miroir? Je me retourne. Nous voyons le roi et la reine d'Espagne peints sur le tableau. Donc, à chaque fois que vous vous tenez devant ce tableau, au Prado ou ici dans les mondes virtuels, vous êtes l'avatar du roi et de la reine d'Espagne. C'est un des premiers tableaux dont nous sommes le héros. Il anticipe les jeux vidéo, c'est aussi la perspective, etc. Donc on peut rester 2 heures sur ce tableau. Et l'autre, le hacking, le mindfuck qu'il a fait avec la complicité du roi, c'est que Velázquez voulait être affranchi. C'est notre problème actuellement. C'est-à-dire que le problème qu'avait la plèbe à l'époque du XVIIIe siècle, bah, c'est le problème que nous avons tous là actuellement, c'est de nous affranchir. Qui était affranchi? Qui était libre à l'époque? Bah, c'était les nobles. Et les nobles avaient le pouvoir de porter l'épée, l'arme. Et en fait, Velázquez n'était pas noble, et non seulement il n'était pas noble, mais il était travailleur. Donc la cour d'Espagne ne voulait pas qu'il soit nobli. Et le roi va magouiller un coup avec Velázquez, je vous raconterai les détails une autre fois, mais il va obtenir l'autorisation du pape d'anoblir Velázquez. Et du coup, Velázquez ressort ce tableau des placards, et ce tableau, c'est un fuck la cour. Il se peint, il se rajoute sur le tableau, et il se peint avec l'ordre de Santiago, qui est le plus haut ordre de la cour d'Espagne, l'épée, il porte l'épée,
Ça, c'est une provocation, mais énorme, hein, énorme. Imaginez ce que ça veut dire, hein, de se trimballer tout d'un coup avec une épée, alors qu'à l'origine, vous êtes un ouvrier. Et il a les clés du palais. La bourse qui est là contient les clés du palais. Donc il est en train de dire à la cour d'Espagne, fuck la cour, regardez, je suis au plus haut ordre de noblesse. Donc ça, c'est une forme de hacking de l'artiste, et les artistes passent leur temps à faire ça, à hacker le système d'une façon ou d'une autre pour s'affranchir. Et vous êtes tous des artistes. C'est-à-dire, là, ce que je voulais vous dire en abordant ce tableau, c'est que la différence maintenant qui est en train de se produire, c'est que l'art, c'est du traitement de l'information. C'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. Pourquoi? Eh bien parce que le mot art apparaît quand on commence à parler d'une activité qui dépasse nos capacités de définition analytique et rationnelle. C'est-à-dire on va parler de la maîtrise de la rhétorique, mais au-dessus de la maîtrise de la rhétorique, il y a l'art de la rhétorique. On va parler de la maîtrise des mathématiques, mais au-dessus des mathématiques, il y a l'art des mathématiques. L'art, c'est au-delà de la science, c'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. L'art de l'algorithmie, par exemple. Il y a de nouveaux arts. Et vous êtes tous engagés dans cette révolution qui est en train de se produire, qu'on appelle l'empowerment créatif. C'est-à-dire qu'il reste toujours les anciens qui sont coincés dans l'art spéculatif capitaliste, hein, des arts plastiques, qui sont coincés dans le XXe siècle. Mais nous sommes tous embarqués dans un nouveau navire actuellement au niveau de l'art. C'est que l'art s'est explosé en termes de traitement de l'information, et des millions de gens sur la planète actuellement s'emparent d'outils de création artistique numérique via les réseaux sociaux et diffusent leurs œuvres, créent des œuvres, les diffusent. Ce qui est devenu important n'est plus de consommer de l'art, mais d'en faire. Et donc tous les hackers, tous les créateurs, tous ceux qui, là je viens de faire un workshop aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence où ils ont depuis des années un atelier de mécatronique, et donc apprendre à hacker les machines est devenu une formation artistique contemporaine. Donc c'est assez intéressant ce qui est en train de se produire. Et donc ça, on appelle ça l'empowerment créatif. Et ça a amené la création artistique dans un champ, mais qui est carrément en dehors total, qui est une rupture radicale avec les arts plastiques. Et alors je vais terminer, je vais sortir de là. Évidemment, je vous en dis le 10e de tout ce que je voudrais vous dire, mais ce n'est pas très grave. Et je vais quand même me faire le plaisir de vous parler de la cyberesthésie. Donc ça se passe tout au fond là-bas. D'ailleurs, je vais y aller direct. Allez, on y va direct. Voilà, on rentre dans le futur. Alors il est un peu long à charger. Et normalement, je l'ai mis là. Voilà. Donc en 93, j'ai imaginé ce dispositif que j'appelle le NoSCAFX. Alors on a fait des performances avec le groupe qui s'appelle Cyberesthésie. Et en fait, j'ai imaginé un dispositif à vocation cybersexuelle. J'adore tout ce qui est cybersexuel, parce que c'est totalement impolitiquement correct déjà d'aborder ce genre de sujet. Et donc rien que par provocation, ça me plaît. Et donc j'ai imaginé un dispositif avec plein de petits bras qui nous manipulent et qui est synchronisé avec des opérateurs un peu partout dans le monde. Et surtout, j'ai pratiqué ça. J'ai pratiqué le cybersexe dans Second Life. Et dans Second Life, ils ont été précurseurs, puisqu'en 2007, ils ont mis au point des vibromasseurs interfacés sur les avatars. Donc on pouvait ressentir des sensations physiques à travers le réseau. Et là, je découvre un truc de ouf total. C'est-à-dire qu'il faut le pratiquer pour le comprendre. Et qui va résoudre un certain nombre de problèmes liés ne serait-ce qu'à la réalité virtuelle et au futur vers lequel on se dirige. Alors ça s'appelle la cyberesthésie. Alors justement, je vais rentrer dans le niveau que j'ai fait exprès pour hier soir, pas hier après-midi. Voilà. Et puis, je vous explique ce qu'est la cyberesthésie. En fait, le cerveau, dans mon enfance, le fait de conduire une automobile, on appelait le mot empathie, servait à la fois à décrire nos capacités à percevoir les émotions des autres, mais aussi la capacité à se projeter sur un dispositif. Par exemple, un chauffeur automobile connaît au centimètre près où se trouve son pare-choc, où se trouvent ses roues, comment son véhicule réagit au terrain et à l'environnement. Et donc, du coup, j'ai créé ce niveau. Alors, vous voyez, là, je suis très mauvais. Je viens de me vautrer. Là, justement, ma cyberesthésie n'est pas terrible. Alors, c'est V pour relancer un niveau. Non, V, c'est le niveau d'avant. Donc, il faut que je retourne vers mon niveau. Voilà. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que le mot empathie ne sert plus du tout à décrire cela. On a plein d'autres mots, comme extérioception, etc. Mais en fait, ça ne décrit pas cette capacité que nous avons à nous projeter sur un dispositif. Et ça, c'est énorme.
C'est-à-dire à l'époque où, dans notre société, dans notre monde, nous nous projetons sur les machines, nous nous projetons sur le monde, le mot qui sert à décrire cette capacité-là a disparu de notre vocabulaire. Donc du coup, j'ai inventé un mot qui s'appelle cyberesthésie, à partir de l'esthésie, les sensations cybernétiques. C'est-à-dire, ça décrit à la fois notre capacité à nous projeter sur un dispositif, un véhicule, mais aussi à nous projeter sur le monde, à travers les réseaux sociaux numériques, à travers tous ces dispositifs. Là, je suis, par exemple, dans mon histoire de cybersexe, je suis stimulé à distance par quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Et à ce moment-là, je ressens quelque chose, mon corps. Et qu'est-ce que je fais? Je fais rentrer le subconscient dans la boucle de commande. Dans toutes vos relations aux mass médias, vous êtes dans une relation essentiellement consciente. Ce qu'on découvre avec les casques de réalité virtuelle, c'est qu'on fait rentrer le subconscient dans la boucle de commande en activant le système vestibulaire. Et à partir de ce moment-là, les gens, le cerveau, le subconscient sait que c'est faux, l'univers dans lequel vous êtes, mais le subconscient le perçoit comme vrai. Ce qui fait que les gens ont le vertige. Alors ça, c'est top pour les artistes. Vous imaginez, ça fait des milliers d'années qu'on essaie de faire rentrer le subconscient dans la boucle de commande de nos spectateurs. Et là, on a des machines exprès faites pour. Et une autre façon de faire rentrer le subconscient dans la boucle des spectateurs, la boucle de commande, c'est les sensations physiques. Si vous faites rentrer le corps dans la boucle de commande, le subconscient investit la relation dématérialisée. Donc c'est le corps, c'est encore le corps qui est en jeu. On ne quitte pas le corps. Au contraire, on le fait rentrer à travers les stimuli de la peau, à travers le subconscient, dans la relation dématérialisée. Et le corps se retrouve amplifié par ces relations-là. Et ça va peut-être nous sauver. Je vous explique pourquoi. Et je termine là-dessus. Je l'ai modélisé ici. Hop. Et là, vous voyez la ligne bleue, là. Hein, cette ligne bleue là, que j'ai mise là. On va revenir en arrière. Enfin, je vais essayer de revenir en arrière. Voilà. Bon, ça va aller plus vite si je recette. On ne va pas perdre trop de minutes. V, c'est B pour redémarrer. On est à moins 100 000 ans. Vous voyez le petit cube bleu là? C'est 0,5 million d'habitants sur la planète. Et puis là, je vais remonter. Donc là, je vous fais une petite démonstration aussi de DataVis. Ah je vous laisserai piloter la prochaine fois. Hein, bon, je continue, je remonte dans mon jeu idiot. Voilà, j'essaie de conduire correctement. Voilà, alors, à ma défense, c'est que je l'ai fabriqué hier. Donc du coup, j'ai mal réglé, j'ai pas pris le temps de régler le... Je vais trop vite en fait, c'est-à-dire la vitesse de la voiture et la vitesse de ma rotation va trop vite. Alors je remonte, vous voyez, je remonte l'histoire de l'humanité là. Hein, vous voyez la ligne là, que je remonte. J'arrive au cube qui est là, qui n'est pas beaucoup plus gros. Hein. Vous avez le temps qui vient de se passer, on est à 10 millions d'années. Arrête-toi, stop, reviens. Vous voyez, 10 millions d'années, on est combien? Moins 6500 ans, pardon, je vous ai dit une connerie, moins 6500 ans, on est à 10 millions d'habitants sur la planète. Moins 5000, on est à 20 millions d'habitants sur la planète. Et là, regardez, 400, on est 200 millions. 2012, 7 milliards. 2050, 9 milliards. Alors ça, c'est la merde. C'est la merde totale, parce que là, on est en train de dépasser largement les capacités énergétiques de la planète. Alors comment va-t-on faire? Là, je vais vous dire moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Vous aborderez sûrement le sujet encore un peu plus tard dans la soirée, mais soit on va vers le mur, soit on va faire des grandes cités écologiques, concentrationnaires, ultra régulées. Et comment allons-nous survivre dans ces grandes cités ultra-concentrationnaires, sans péter les plombs? Eh bien, nous allons survivre grâce au cyberespace. C'est la télévision qui a permis d'empiler des millions de gens dans des environnements médiocres au niveau urbain. Pourquoi? Parce qu'on ouvrait une fenêtre sur le monde. Là, tout ce qui est réalité virtuelle, etc., est en train de... Et c'est les prémices d'une fenêtre. On est en train de préparer la conquête du cyberespace en attendant d'aller partir dans les grandes naves stellaires. Et c'est ça qui va nous permettre, je pense, de faire la transition avec le grand exode interstellaire pour supporter l'univers concentrationnaire vers lequel on se dirige. Et donc, ce cyberespace qu'on est en train de construire a vaguement intérêt d'être vraiment bien pour qu'on ne se flingue pas dans ce futur apocalyptique vers lequel nous nous dirigeons. Voilà, et donc ça repose sur vous, hein, toutes les jeunes générations là. Hein, ça repose sur vous de faire en sorte qu'on ne se fasse pas trop chier dans le cyberespace pendant le siècle à venir. Voilà, et ben donc je crois que je suis arrivé au bout. Et ben merci de votre attention.
C'était Yann Min, merci beaucoup, vraiment. Il nous aide largement, je pense, à penser des futurs radicaux et à entrevoir ce qu'est une créativité vraiment forte. Donc merci vraiment pour cette intervention passionnante.